particularités liées aux investisseurs dans les fonds de microfinance ont-elles un impact sur les structures et formes juridiques qui peuvent être mises en place? Merci Frédéric. Effectivement, je crois qu'au-delà des besoins des promoteurs lorsqu'ils mettent en place des véhicules d'investissement, au-delà de ces besoins-là, la structuration d'un fonds d'investissement ou d'un véhicule d'investissement spécialisé en microfinance doit tenir compte des besoins et caractéristiques des investisseurs dans ces véhicules d'investissement. Alors, qui sont traditionnellement les investisseurs dans les fonds de microfinance? Il y a évidemment, dans une certaine mesure, le grand public, mais je crois qu'il y a aussi à l'heure actuelle, essentiellement, soit des investisseurs institutionnels et professionnels, comme par exemple des fonds de pension, soit des investisseurs publics, qu'il s'agisse d'organismes publics ou même d'État. Or, en particulier pour ces deux dernières catégories d'investisseurs, on se rend compte en pratique qu'ils sont soumis à des réglementations ou à des règles de gouvernance qui leur sont spécifiques et dont le promoteur d'un fonds d'investissement devra impérativement tenir compte. Ça peut être par exemple des exigences en matière fiscale, mais ça peut être également des exigences en matière de surveillance de la politique d'investissement telle qu'elle est développée au sein du véhicule d'investissement. Donc, on a toute une série de critères qui sont propres aux investisseurs dans les fonds microfinance, et ces critères pourront être pris en compte, notamment dans le choix de la forme juridique du fonds d'investissement. Alors, on l'a vu avec Frédéric, il existe plusieurs types de véhicules qui peuvent se spécialiser en microfinance. Les OPC, de la partie 1, de la partie 2, les CIF, les SICA, les véhicules de titrisation. Ici, quand je parle de forme juridique, c'est plutôt de déterminer dans ces catégories de fonds d'investissement ou de véhicules d'investissement, quelle est la forme légale, quelle est l'entité que l'on va choisir. Alors, il y a traditionnellement toute une série de structures, de formes légales qui sont disponibles pour les véhicules d'investissement. Cela va du fonds commun de placement pour les organismes de placement collectif, en passant par la société anonyme, passant par la société en commandite par action ou la SARL. Tous ces véhicules présentent des caractéristiques qui font que ces véhicules peuvent s'accommoder des besoins des investisseurs ou plus difficilement. Quand on applique les deux exemples d'exigences qu'un investisseur peut avoir aux structures juridiques, on arrive à déterminer la forme qui sera finalement retenue. Ainsi, par exemple, en matière fiscale, il peut être de l'intérêt d'un investisseur d'être dans une situation de transparence fiscale lorsqu'il investit dans le véhicule luxembourgeois. Il doit donc fiscalement se retrouver dans une situation où il est imposé de la même façon que s'il investissait directement dans des NFAS. Ici, on sera amené à considérer des types de structures telles que le fonds commun de placement et par contre des structures sociétaires où la taxation, où ce sont des véhicules opaques d'un point de vue de taxation, ces véhicules opaques ne pourront pas être choisis. En termes de besoins de surveillance que doivent fournir les investisseurs sur, comme je le disais tout à l'heure, la politique d'investissement ou le déroulement de la vie du fonds, c'est une tendance que l'on observe beaucoup dans les projets de montage de fonds, et cette exigence des investisseurs s'oppose, je dirais un peu naturellement, s'oppose au souhait spontané d'un initiateur ou d'un gestionnaire de garder, lui, par contre, le contrôle sur son véhicule. Mais les exigences des investisseurs étant ce qu'elles sont, on doit passer en revue le type de véhicule qui pourrait adresser ses souhaits. Donc, nous avons en premier lieu la société anonyme, qui est un véhicule qui est disponible pour tous les types de fonds d'investissement, où le contrôle de l'actionnaire se fera par le biais
le rôle de l'investisseur, la surveillance de l'investisseur se fera par son rôle d'actionnaire. Il aura un droit à l'Assemblée en exerçant son droit de vote et en contrôlant l'exercice fait par les administrateurs. Récemment, on a vu se développer un type de société anonyme qui présente un intérêt particulier pour les investisseurs institutionnels et publics. Il s'agit de la société anonyme à deux têtes, celle qui permet de constituer un conseil de surveillance et un directoire. Le directoire est chargé de la gestion journalière du fonds et le conseil de surveillance, quant à lui, exerce justement la surveillance sur cette gestion journalière. C'est très intéressant pour les investisseurs pour les investisseurs institutionnels dans la mesure où, en participant au conseil de surveillance, ils assurent cette surveillance, mais en même temps ne peuvent pas se voir reprocher le risque de s'immiscer dans la gestion, qui est également une des limites auxquelles les investisseurs sont tenus. Alors, à l'opposé de véhicules où, je dirais naturellement, l'actionnaire ou l'investisseur peut avoir un rôle, il y a des formes juridiques où ce rôle n'est a priori pas possible. C'est notamment le cas pour la société commandite par action, où les investisseurs sont des actionnaires commanditaires et où le fonds d'investissement est géré par l'associé gérant commanditaire. Ici, pour pouvoir accroître le rôle de surveillance des investisseurs, on doit se tourner vers des techniques plus spécifiques que sont la création de comités d'investissement qui assistent alors l'organe chargé de la gestion et qui peuvent exercer un droit de regard sur la gestion du fonds. Un autre véhicule où l'investisseur a encore moins de possibilités de contrôle, c'est le fonds commun de placement, parce que le fonds commun de placement est une entité non dotée de la personnalité juridique, donc un investisseur qui détient des parts de FCP n'est pas actionnaire et n'exerce pas de droit de vote. La gestion journalière est effectuée par la société de gestion de ce fonds commun de placement, dans laquelle l'investisseur en microfinance n'est par définition pas actionnaire. Donc ici, pas de contrôle possible, et c'est donc un véhicule qu'il faudra peut-être écarter en fonction de la nature des investisseurs. En termes de structuration juridique, je peux peut-être juste dire un mot sur une possibilité ou une flexibilité qui est bien connue de nos fonds d'investissement et qui est la possibilité de créer des fonds à compartiments multiples. Cette possibilité de créer des compartiments de structure umbrella, comme on dit, existe pour tous les types de véhicules, que ce soit les OPC, les CIF, des véhicules d'utilisation, et j'anticipe un tout petit peu la réalité pour ce qui est des SICAR, puisque nous avons un projet de loi dont nous espérons je dirais, le passage imminent pour permettre aux SICAR également de fonctionner avec des compartiments. Ici encore, c'est un des éléments qu'il est important de prendre en compte, puisque la compartimentation permet de coller aux besoins des investisseurs, d'abord en créant des compartiments différents avec des politiques d'investissement différentes, mais également en créant par exemple des compartiments réservés à des investisseurs différents pour permettre dans certains compartiments un rôle accru, par exemple pour un fonds de pension institutionnel qui doit avoir ce droit de regard, à côté de compartiments désignés pour des fonds, des investisseurs publics. On a mentionné tout à l'heure des éventuels problèmes de distribution et des contraintes de la distribution. Est-ce que vous pouvez développer un peu le sujet de la distribution? Un mot rapide sur les contraintes luxembourgeoises. Au Luxembourg, on l'a abordé dans les grandes lignes, il faut se poser la question, au moment du choix du véhicule, du type d'investisseur qu'on va viser. Évidemment, on parlait des SICAR et des fonds d'investissement spécialisés qui présentaient une grande souplesse en termes de règles de fonctionnement et de supervision. Et ces véhicules sont réservés à des investisseurs sophistiqués. Donc si le promoteur veut s'adresser à des investisseurs grand public, automatiquement cette voie-là sera abandonnée, il restera les EPC partie 2 ou les organismes de titrisation.
un petit point sur cette question des investisseurs sophistiqués dans les fonds d'investissement et les SICAR. Une série d'investisseurs institutionnels ont des contraintes, soit légales, soit statutaires, d'investir en tout cas pour partie dans des véhicules cotés. Pour cette raison, une série de véhicules, et notamment de véhicules de microfinance, peuvent être intéressés par une cotation, pas pour qu'il y ait une véritable activité sur le marché, simplement pour pouvoir être distribué à certains investisseurs. Si le fonds est réservé à des investisseurs sophistiqués, il va falloir mettre des procédures en place parce que sur la Bourse de Luxembourg, en tout cas, on n'admet pas l'annulation de transactions qui auraient eu lieu entre investisseurs non éligibles. Donc, si un investisseur non éligible a accès à ce type de véhicule lié à la bourse, il faudra, au niveau du véhicule lui-même, lors de l'enregistrement du nouvel actionnaire dans le registre des actionnaires, pouvoir prévoir des clauses de rachat forcé pour exclure ces investisseurs non éligibles. Des contraintes également au niveau de la distribution à l'étranger. Je passe la parole à Anne. Oui, effectivement, la distribution de nos véhicules microfinance à l'étranger est sans doute une des difficultés majeures liées à une commercialisation importante des fonds. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pour ce qui concerne les organismes de placement collectif, les OPC, seuls les OPC de la partie 1 bénéficient d'un passeport et donc d'une distribution plus que simplifiée, au moins dans les pays européens, puisque cette distribution se fait par simple notification aux autorités étrangères, et donc on a relativement facilement accès au marché, au public des pays européens. Pour tous les fonds ouverts qui relèvent de la partie 2 de la loi sur les organismes de placement collectif et les fonds ouverts relevant de la loi sur les CIF, ce passeport n'existe pas. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut toucher le public à l'étranger, eh bien, il faut passer par une procédure d'enregistrement complète du fonds luxembourgeois. Et on se rend compte ici qu'en pratique, ce sont des exercices qui sont longs, mais en même temps coûteux. Parce qu'évidemment, pour pouvoir passer, je dirais, l'étape de l'enregistrement à l'étranger, il faut que les autorités de surveillance locales agréent le véhicule et agréent son prospectus, et pour ce faire, sont susceptibles de faire tous les commentaires qu'elles veulent sur les statuts et le prospectus, et donc on peut être amené à revoir un nombre important de fois la documentation avant de pouvoir passer le cap des autorités de surveillance locale. Alors si on ne peut pas, si on ne veut pas mettre en place ces procédures d'enregistrement, il reste la possibilité d'offres privées de ces fonds à l'étranger. La notion d'offre privée est variable suivant les pays dans lesquels on veut effectuer la distribution, mais de façon générique, l'offre privée est toujours bien plus limitée qu'une offre publique. Elle s'adresse à un nombre limité d'investisseurs qui, bien souvent, doivent également être des investisseurs éligibles ou qualifiés. Pour ce qui est de tous les OPC partie 2 CIF qui sont concernés, ainsi que les SICA et les véhicules d'utilisation, ces véhicules entrent dans le champ d'application de ce qu'on appelle la loi et la directive prospectus. Donc, pour une offre publique à l'étranger ou dans les pays européens, ces fonds fermés doivent fournir un prospectus relativement lourd suivant les dispositions de la loi prospectus. De la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, ces fonds peuvent bénéficier de certaines exemptions et faire de l'offre privée, mais alors on retrouve des limitations en termes de type de public que l'on peut viser, le nombre d'investisseurs que l'on peut accepter, qui sont similaires à ce qu'on a vu précédemment. Donc effectivement, la distribution à l'étranger reste, je crois, au jour d'aujourd'hui, une certaine pierre d'achoppement. Donc voir un certain nombre de contraintes, descriptions
fonction des différents véhicules qui nous sont offerts. Quel est le processus à suivre pour déterminer le véhicule qui sera plus adéquat pour l'investisseur? En gros, il y a de nouveau 3 points à observer. Il y a un processus d'élimination qui se fait parce que ces différents véhicules ont des aspects attrayants, par exemple, des règles de fonctionnement flexibles, etc. Mais avant de se tourner vers un véhicule, parce qu'il présente des règles de fonctionnement attractives, il y a une série de questions clés qu'il faut se poser en amont et qui doivent conditionner le choix du véhicule. Alors, pour en donner peut-être une série d'exemples, si vous entendez viser le grand public et non pas des investisseurs éligibles, vous devrez forcément choisir le véhicule OPC partie 2 de la loi de 2002. Vous ne voulez pas ou ne pouvez pas avoir un promoteur qui s'engage vis-à-vis du véhicule que vous voulez créer. Et bien, les fonds de la loi de 2002, par exemple, ne seront pas possibles et vous devrez aller vers des véhicules tels que la SICAR ou le CIF. Vous avez une diversification du risque qui sera limitée dans le cadre de la politique d'investissement que vous mettrez en place. Eh bien, il faudra sans doute plus s'orienter vers un véhicule de type SICAR à condition d'être dans du capital risque, ou alors dans une moindre mesure ou un petit peu plus de diversification vers le CIF, mais pour la partie 2, vous aurez quand même une diversification assez importante. Votre politique d'investissement ne répond pas aux critères du capital risque, la SICAR va être exclue. Les compartiments, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez avoir différents compartiments dans votre véhicule, vous ne pourrez pas au jour d'aujourd'hui choisir la SICAR. Et voilà, pour une liste d'exemples à prendre en compte.